Merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de Pierre Gattaz, ici à Paris. Merci à vous tous. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, très chaleureusement, François Asselineau. Merci François Asselineau d'être parmi nous ce matin. Bienvenue. Je vais me présenter en soulignant d'abord que je suis, si vous me le permettez, un entrepreneur politique, puisque j'ai créé tout seul, sans aucun soutien politique, ni médiatique, ni financier, un parti politique qui, maintenant a 10 ans d'âge, qui a 0 € d'endettement, qui a créé 8 emplois, qui a maintenant bientôt 23 000 adhérents, en très forte croissance, et qui a réalisé près de 1% des suffrages aux élections régionales de 2015 et qui, je pense, va réaliser une percée au premier tour de l'élection présidentielle. Quand je vois les sondages en ligne, notamment après le débat qu'il y a eu hier soir, je ne parle pas des sondages officiels de BFM, je parle des sondages en ligne sur Internet, eh bien, je m'aperçois que je pense que nous allons faire une surprise. D'ailleurs, lorsque je fais des réunions publiques, il y a toujours énormément de monde. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, et j'en profite au passage pour souligner que certains grands partis politiques et certains candidats qui donnent des leçons de bonne gestion à tout le monde feraient bien de s'appliquer à eux-mêmes ces soucis de bonne gestion. Je rappelle quand même, je l'ai dit hier soir à M. Fillon, que les Républicains ont 67 millions d'euros de dette et une situation nette négative de leur bilan de moins 29 millions d'euros, ce qui est quand même beaucoup. De la même façon, on peut remarquer que le Parti socialiste a, je crois, quelque chose comme 12 millions d'euros de dette, que le Front national a 9 millions d'euros de dette, une situation bilancielle négative également, en fonds propres, etc., etc. Donc moi, je trouve que, puisque je m'adresse à des chefs d'entreprise, ils devraient aller regarder les comptes de la CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et financement des partis politiques, parce que si on n'est même pas capable de gérer soi-même bien sa propre boutique, eh bien, comment faire pour gérer la France, hein ? Nous, on a 0 € de dette, d'endettement bancaire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui a de l'expérience. J'ai été dans des cabinets ministériels auprès de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, sous le gouvernement Balladur, et puis auprès de Hervé de Charette, sous le gouvernement Juppé II, ministre des Affaires étrangères. J'ai passé 4 ans de ma vie en cabinet ministériel. J'ai vécu au Japon. Je parle un petit peu le japonais. Et je ne suis pas du tout un ennemi des entreprises, du monde de l'entreprise, bien au contraire. Quand j'étais au commerce extérieur, je faisais passer mon temps à ça. Donc, comme vous le savez, j'ai créé un mouvement politique pour défendre une idée depuis 10 ans, qui est que la France doit sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et si je le fais, c'est pas du tout par ringardise, par nostalgie. C'est parce que la situation devient très grave. Je suis le candidat du Frexit, vous l'avez peut-être noté hier. En réalité, tout le monde est convenu autour de ce débat que l'Europe posait des problèmes. Malheureusement, la forme du débat n'a pas permis d'aller jusqu'au fond des choses. J'aurais bien aimé, et j'espère qu'on va le faire un petit peu ici, parler de la question de l'euro, qui est dramatique et qui vous concerne tous. J'aurais voulu aussi signaler, je le signale ici, que lors du Brexit au Royaume-Uni, le 15 mai dernier, il y a eu 306 chefs d'entreprise britanniques qui ont appelé au Brexit. Il faut donc se sortir de l'idée, cette espèce de présentation un peu fallacieuse, qui voudrait que finalement ceux qui voudraient sortir de l'Union européenne seraient des ringards, des nostalgiques, des ignorants, etc., tandis que des gens dynamiques, etc., eux seraient en faveur de l'Union européenne. Non, l'Union européenne est en train de nous entraîner vers un désastre, et l'euro davantage encore. J'espère avoir l'occasion de m'exprimer devant vous et de répondre à toutes vos questions sur ce sujet, ainsi d'ailleurs que sur des questions dites de mondialisation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François Asselineau. Venez vers moi. Je vous demande d'applaudir François Asselineau, le remercier d'être avec nous ce matin. Alors, si vous permettez, je vais compléter cette présentation que vous venez de faire avec quelques chiffres. Je me suis renseigné. Alors effectivement, 23 000 chiffres rassemblement, c'est votre opiniâtreté qui porte ses fruits. 23 000 citoyens adhèrent à votre mouvement politique, né d'une volonté de stopper, je vous cite, le déclinisme de la France et de l'expérience des allées du pouvoir que vous venez d'évoquer à l'instant. 34
comme 34 milliards. Chiffre économie, vous proposez de réaliser 34 milliards d'euros d'économies en sortant donc de l'Union européenne, ce qui signifierait fin de la contribution nette de la France, redistribution de cette somme à la réduction de la dette publique, je vous cite, ou encore à la baisse des charges pour les entreprises, ce qui nous intéresse. Et puis un troisième chiffre, un peu plus personnel, 27, chiffre citoyen du monde, et même 62 plus, qui nous fait 87. Aujourd'hui, au compteur de vos voyages, vous comptabilisez 87 pays visités, François Asselineau, alors à la fois dans le cadre professionnel que vous venez d'évoquer, mais aussi parce que vous avez une appétence personnelle pour les voyages, avec une prédilection, vous le disiez, pour le Japon, en vous souhaitant que le soleil levant du 8 mai vous soit lumineux. François Asselineau, merci de l'applaudir encore une fois. Alors, je voudrais dire quelque chose que j'ai essayé de dire hier à plusieurs reprises, mais à chaque fois, c'est comme l'eau qui passe sur les plumes du canard, donc je vais redire encore une fois la même chose. Il faut savoir que actuellement, les dirigeants français n'ont plus les manettes. Il y a l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui pose le principe de la nécessité pour la Commission européenne de fixer chaque année les grandes orientations de politique économique pour chaque État, afin de parvenir à une harmonisation tendancielle des États, notamment utilisant la monnaie européenne. De telle sorte que, effectivement, nous sommes lancés dans une procédure qui est totalement dictatoriale, et qui n'est pas supportable à long terme, et qui pose un problème, puisqu'en fait, l'élection, c'est comme si on faisait monter dans un avion les électeurs, qui seraient des passagers, puis on fait passer dans le couloir central 6, 7 ou 10 ou 11 candidats, candidats à être capitaine de l'avion. On choisit le commandant de bord en fonction de son apparence, et puis après, le commandant de bord, une fois élu, rentre dans la cabine de pilotage, ferme la porte et applique le plan de vol qui n'a été choisi par personne. Ce plan de vol, il suffit de lire le dernier rapport des grandes orientations de politique économique, consiste à baisser l'impôt sur les sociétés, à augmenter la TVA, à démanteler le droit du travail, à baisser les prestations chômage, à précariser toutes les professions réglementées, etc., etc. Probablement pour se rapprocher peut-être de la situation que vous décrivez en Espagne. Et tout ceci mène la France à un moins-disant social. Et si je peux me permettre, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Voilà. La société française, moi je la connais, j'ai fait 480 conférences à travers la France depuis 10 ans. Elle est en ébullition. Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Et à force de tirer sur la corde, à force qu'il y ait de plus en plus d'un partage de la plus-value au profit du capital au détriment du travail, un jour tout ça, ça va péter. Regardez d'ailleurs le débat qu'il y a eu hier soir. Il était assez révélateur, justement, d'une partie de l'état d'esprit de l'opinion. S'agissant de la sortie de l'Union européenne et de l'euro, il faut se retirer, il faut sauter de l'idée, de l'esprit, l'idée que ce serait se couper du reste du monde. La Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN d'ailleurs, est quand même un pays qui est extrêmement ouvert sur le monde. Nestlé, toutes les grandes entreprises, vous savez qu'on dit la Suisse, elle repose sur les banques. C'est pas vrai. Je crois que les entreprises bancaires et financières, la chimie, la pharmacie, oui, 8% du PIB de la Suisse, c'est la chimie, c'est la pharmacie, c'est l'agroalimentaire, et exporte considérablement vers les pays voisins. Donc, je ne vois pas pourquoi le fait que la France sorte de l'Union européenne serait qu'elle se coupe du reste du monde. La différence, c'est que la Suisse n'a pas participé à la construction européenne. Ça n'a pas échappé, mais il y a un moment à partir duquel il faut bien tirer les conséquences d'une situation d'impasse. Je vous signale d'ailleurs que nos responsables politiques, et j'en connais quelques-uns, toutes portes fermées, sont tous les premiers à dire ça ne marche plus. À 28, c'est devenu ingérable. Ils le savent tous. D'ailleurs, hier, lors du débat, tout le monde, en gros, a reconnu que ça marchait pas, qu'il fallait changer. Alors pourquoi pas une union resserrée plutôt que jeter le bébé avec l'eau du bain Mais parce que on ne peut pas modifier les traités européens. Formellement, on le peut juridiquement, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, mais ça suppose d'avoir l'unanimité. L'unanimité, c'est-à-dire le Luxembourg, Malte peut faire capoter un projet. Nous sommes 28 États. Pour l'instant, le Royaume-Uni est en fait encore partie. Nous sommes 28 États. Pour modifier les traités, il faut avoir l'accord de 28 gouvernements pour rouvrir le dossier d'un traité. Et ensuite, que les 28 gouvernements acceptent, du moins les 27,
de modifier les traités, de modifier l'équilibre arachnéen qui a été sédimenté depuis 60 ans au bénéfice de la France et au détriment de leurs propres intérêts. Hier, le débat, à un moment, a porté sur la directive travailleurs détachés. Et tout le monde, maintenant, en Allemagne ou en France, les gens s'arrachent les cheveux en disant il faut revenir sur cette directive travailleurs détachés. Oui, sauf que la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie ont déjà dit qu'il était hors de question de revenir sur cette directive travailleurs détachés. Comment vous faites pour revenir sur cette interdépendance entre tous les États? Il y a beaucoup de produits qui sont pour partie fabriqués dans d'autres pays de l'Union, qui sont assemblés en France. Comment vous faites? Et comme vous disent les Français que vous rencontrez, je suis sûr qu'ils ne sont pas tous pour le Frexit. Non, bien entendu qu'ils ne sont pas tous... Vous savez, ma pauvre grand-mère disait qu'il n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Donc j'ai bien conscience qu'il y a un travail de pédagogie à faire, et en tout cas de développer des arguments. Et ma présence à cette élection, déjà, le permet. Je note en tout cas qu'hier, personne ne m'a apporté la contradiction lors de ce débat. Personne, lorsque je montrais le rapport des grandes orientations de politique économique, personne ne m'a répondu. Philippe Nest, je voudrais dire quand même un mot sur l'euro, parce que vous dites qu'effectivement, nous ne sommes pas compétitifs. Actuellement, il faut savoir que depuis 1999 jusqu'à maintenant, le différentiel de compétitivité entre l'Allemagne et la France est de 21% en faveur de l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passait avant, quand chaque pays avait sa monnaie nationale? Eh bien, il se passait qu'il y avait progressivement une dépréciation monétaire du franc qui permettait de remettre à niveau constamment la compétitivité de l'économie française. Maintenant, il n'y a plus cette opération. Ça veut dire que désormais, l'euro est en fait une espèce de cote mal taillée entre des économies divergentes, et je parle de la France, mais la Grèce, le Portugal, l'Italie ou l'Espagne sont beaucoup plus divergents encore, et cet euro est donc à la fois trop bon marché par rapport au marché sur les marchés financiers internationaux, et trop bon marché par rapport à la compétitivité de l'économie allemande, qui du coup dégage 247 milliards d'euros d'excédent commercial, mais il est trop cher pour l'économie française, de l'ordre de 7 à 10%. C'est pas moi qui l'ai, c'est le Fonds monétaire international. Et donc, nous dégageons 48 milliards d'euros de déficit commercial. Voilà. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que dans un certain nombre de secteurs, on pourrait parler des délocalisations industrielles. C'est quand même un sujet qui m'échappe, parce qu'on parle de la mondialisation. Jusqu'en 1992, le mot n'existait pas dans la langue française, délocalisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des entreprises qui ne pouvaient pas aller s'installer à l'étranger. Par exemple, PSA, Peugeot s'était installé en Iran, mais il y avait ce qu'on appelait le contrôle d'échange. Et je remonte à 1992, je remonte pas à l'homme de Néandertal. Et un contrôle, c'est un contrôle. C'est-à-dire que de temps en temps, on disait oui, de temps en temps, on disait non. Mais le simple fait qu'il y ait un contrôle amenait déjà un certain nombre d'entreprises à faire preuve de rétention par rapport aux délocalisations. L'article 63 actuellement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui remonte à Maastricht, a proposé le principe de toute restriction au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Et entre les États membres et les États tiers, ça veut dire que désormais, toute entreprise peut délocaliser, puisque les mouvements de capitaux, pour créer une usine en Chine, il faut sortir des quantités, des millions, des centaines de millions d'euros. Donc, désormais, la porte, le feu vert est ouvert pour que toutes les entreprises aillent se délocaliser, et pas seulement dans l'Union européenne, parce que certains pensent que l'Union européenne a vocation à être une espèce de pôle pour faire contrepoids à la Chine, aux États-Unis. Pas du tout. C'est également vis-à-vis de l'ensemble des pays. Vous avez vu quelle est l'évolution de l'emploi industriel en France, du savoir-faire industriel en France, du nombre d'usines en France. Les agriculteurs sont passés de 4 millions en 1960 à 400 000 maintenant, seront 40 000 dans 10 ans, puisque on les met en choc frontal avec des pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. On a saisi, François Asselineau. Il y a actuellement un désespoir dans la société française. L'économie n'est pas une science exacte. C'est d'abord une science humaine. Et moi, je vois qu'il y a un peu parfois des gens qui... on a l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment actifs pour chercher de l'emploi. On a l'impression parfois qu'on cherche de la main-d'œuvre qu'on n'en trouve pas, alors qu'il y a des gens qui sont au chômage. Je ne suis pas un bisounours ni naïf. Simplement, ce que je me dis, moi, c'est que la situation actuelle de la France, excusez-moi de le souligner, ressemble furieusement à la fin de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on a volé aux Français leur avenir. On leur a dit qu'il n'y a pas d'autre avenir que de fusionner avec 27 autres pays. On tient un discours constamment dépréciatif sur la France, qui a tous les péchés du monde.
On fait croire aux Français que tout est de leur faute. On ne prend pas en compte ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe qui sont dans une situation bien pire. Et tout ça entretient un malaise général. Je me permets de souligner que lorsque les Suédois ont refusé d'entrer dans l'euro, on ne parle plus de la Suède d'ailleurs depuis 2003, parce que la Suède a un taux de croissance 50% supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, on n'a pas du tout eu les résultats qui avaient été attendus. On a d'un seul coup une société, et c'est très important en matière économique, qui reprend confiance en elle-même. Oui, mais ce que je mesure aussi, c'est que nous sommes, encore une fois, le pays des Gaulois. Que c'est pas facile, vous le savez très bien, et que il ne faut pas, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas, à mon avis, trop tirer sur la corde. Bon, ce que je sais aussi d'un point de vue macroéconomique, c'est que regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez les pays du monde qui ont les plus forts prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la Norvège ou la Suède, se portent très bien. Ils ne sont pas dans l'euro. On a une manne pétrolière qui vient aussi. Quand même. Oui, mais à chaque fois, il y a toujours une bonne raison. Mais explique toujours que ce n'est pas en Suède. En Suède, il n'y a pas de manne pétrolière. Au Danemark non plus. En Islande non plus. Regardez ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe. Le chômage, du point de vue macroéconomique, il tient à autre chose. Il tient au fait que nous avons, je le disais tout à l'heure, laissé partir des quantités d'industries qui vont à l'étranger où elles bénéficient de charges sociales, environnementales et salariales très inférieures. On supprimerait demain l'État, on supprimerait toutes les cotisations et charges sociales sur les entreprises, que nous ne serions toujours pas compétitifs avec le Bangladesh. C'est une évidence. Donc nous avons, pardon de vous couper. Qu'est-ce qu'on fait au niveau microéconomique? Parce que c'est sur le terrain que les entrepreneurs vivent ça. Qu'est-ce qu'on fait pour leur simplifier la vie? Et au-delà de toutes les réglementations, c'est la non-visibilité. Je reprends encore la métaphore. C'est de l'atterrissage à vue parce qu'on ne sait pas au niveau fiscal. Moi, je trouve, ça va pas changer dans du 15 point de vue jours. fiscal, ce que je trouve, il y a une piste de réflexion qu'il faudrait avoir, c'est que la fiscalité actuellement, elle a tendance à taxer ce que l'on voudrait avoir, c'est-à-dire taxer trop l'emploi, et à ne pas taxer ce que l'on ne voudrait pas avoir, c'est-à-dire notamment les transports. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre, etc. C'est-à-dire que ça ne coûte pas assez cher, à mon avis, de faire fabriquer à 15 000 kilomètres. Voilà. Parce que on fait fabriquer en Chine, on fait fabriquer au Bangladesh des tas de choses. Les entreprises bénéficient de charges sociales, salariales, environnementales extrêmement faibles. Et le coût du transport n'est pas assez cher. Je pense qu'il faudrait avoir une réflexion qui d'ailleurs s'inscrirait dans une réflexion beaucoup plus planétaire. Parce que actuellement, le système dit de mondialisation inévitable est en train de bousiller la planète. C'est vrai. Et regardez, les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à la question environnementale. On n'échappera pas au fait que pour ne pas polluer la planète et pour recréer l'emploi, il faut produire le plus possible à proximité de l'endroit où on consomme. On va y revenir tout à l'heure. Il me paraît quand même important de rappeler, nous sommes en ce moment dans l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas dans une élection législative. L'élection présidentielle a vocation à élire, excusez-moi de la palissade, d'élire le chef de l'État, dont les pouvoirs sont fixés par les articles 5 à 19 de la Constitution. Et l'article 5 précise que le chef de l'État, le président de la République, veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais en le rappelant. Deuxièmement, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Et troisièmement, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Excusez-moi de vous le signaler, mais les questions que vous me posez me paraissent de second ordre par rapport à cette question fondamentale qui est quelle est la monnaie que nous allons avoir. Si nous restons dans l'euro, nous allons au désastre financier. C'est un tsunami qui arrive. Regardez, est-ce que vous connaissez le solde Target 2, le solde des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro? Monsieur Asselineau, la chose que je sais, c'est que j'ai une entreprise, qu'elle doit se développer, fonctionner. Je connais 24 000 autres entreprises qui sont en France, qui sont dans le paysage et le territoire français. Donc aujourd'hui, de dire, OK, il y a un objectif dans 2 ans, ça va changer. En attendant, mon entreprise, elle doit se développer, se construire, se structurer. Donc un chef d'entreprise peut avoir une mission lointaine. En attendant, il doit exécuter, faire, avancer pour être toujours vivant 2 ans, 3 ans plus tard. À ça, qu'est-ce que vous répondez? Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Enfin, je veux dire... je me débrouille sans vous. Hein. Oui. Mais sans les autres candidats non plus, d'ailleurs. Je ne vois pas. Encore une fois, ça va pas être. On va pas tout arrêter. Qu'est-ce qui se passe? L'activité économique. Est-ce qu'au Royaume-Uni, l'activité économique s'est arrêtée? Elle a redémarré. Le taux de croissance au Royaume-Uni va être de 2. Oui, mais c'est indépendant du Brexit. Vous savez bien qu'elle a redémarré depuis plusieurs mois. L'économie. Excusez-moi.
Le Fonds monétaire international et l'OCDE, toute honte bue, ont été obligés de revoir à la hausse le taux de croissance d'un seul pays, c'est justement le Royaume-Uni. Le gouverneur de la Bank of England, pour présenter ses vœux, a dit on s'était trompé sur les prévisions apocalyptiques. Je rappelle que Madame Lagarde s'était rendue le 15 mai 2016 devant les Britanniques en disant si jamais vous votez pour le Brexit, ça va être un effondrement des marchés financiers, ça va être des bouleversements, les investisseurs internationaux vont partir en se pinçant le nez. C'est exactement le contraire auquel on assiste. Le message est passé, François Asselineau. Merci à nos quatre chefs d'entreprise. Nous sommes en guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand. La France est en guerre, les Français ne le savent pas. Avec une guerre cybernétique, une guerre de l'information, une guerre de la désinformation. Il y a des guerres, les guerres anciennes, les guerres létales, les guerres comme il y a entre États, ça c'est pour la périphérie des empires. Mais entre les États, en ce moment, entre les États développés, la guerre, c'est une guerre monétaire, c'est une guerre de l'information et de la désinformation, c'est une guerre cybernétique. Moi, je trouve, de ce que je crois connaître de l'appareil de l'État, qu'il y a une insuffisance. D'abord, nos services de renseignement sont très, très insuffisamment dotés par rapport à ceux des États-Unis d'Amérique. La communauté du renseignement aux États-Unis bénéficie de fonds inimaginables, alors qu'en France, c'est extrêmement faible. Deuxièmement... C'est l'intelligence économique et politique. Voilà, mais j'ai été délégué général à l'intelligence économique jusqu'au jour où on m'a demandé de quitter mes fonctions, puisque j'avais prophétisé l'arrivée d'une grande crise financière qui a d'ailleurs eu lieu, et j'avais prophétisé que l'euro finirait par éclater. Ce qui va avoir lieu, malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. De l'Europe, on en a parlé. Hein. Non, de l'euro. Je voudrais parler de l'euro parce que ça vous... Non, franchement, ça vous concerne. L'euro, quelques éléments. Hein. L'euro n'est pas une monnaie unique, premièrement. Tous les États ont gardé leur monnaie nationale. Nous sommes sous l'empire de la BCE, dont le bilan de la BCE, c'est 8% du bilan de ce qu'on appelle le SEBC dans les traités européens, le système européen de banque centrale. Ça veut dire que chaque État a gardé sa banque centrale. Ça veut dire que si vous avez 1 000 euros sur votre compte bancaire à Paris, c'est 1 000 euros de créances sur la Banque de France. Et vous avez le droit du libre établissement et de la libre circulation des mouvements de capitaux. Vous pouvez créer un compte bancaire en Allemagne. Vous pouvez transférer vos 1 000 euros en Allemagne. À ce moment-là, vos 1 000 euros en Allemagne sur un compte dans une banque commerciale deviennent 1 000 euros de créance sur la Bundesbank. Voilà. Alors je sais bien. Eh ben donc c'est là le cœur nucléaire du problème. Voilà. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, nous n'avons pas une monnaie unique. Nous avons des monnaies, une juxtaposition de monnaies nationales, étant chacune une créance sur des banques centrales nationales, et l'entrée dans l'euro, toutes ces monnaies ont décidé de s'appeler euro, et ont décidé qu'il y aurait un PEG, un lien, comme disent les financiers, de 1 pour 1, avec toutes les autres monnaies de l'euro jusqu'à la fin des temps. Le problème que je viens de vous décrire, c'est que, comme beaucoup de gens anticipent l'explosion à venir de l'euro, que font les insiders? Que font les grandes fortunes, les grands groupes industriels du sud de l'Europe? Eh bien, ils placent constamment leurs fonds en Allemagne, parce que l'on sait que lorsque l'euro explosera, le mark va prendre 20%, par rapport ou 15 à 20%, par rapport au cours pivot, le franc perdra 7 à 10%, la drachme perdra 30%. Donc, il y a un afflux constant de fonds venus des pays du Sud, qui s'ajoute d'ailleurs au fait qu'il y a des déficits commerciaux de plus en plus géants des pays du Sud, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'hypercompétitivité de l'économie allemande avec une monnaie qui est trop faible. Le résultat des courses, c'est que, j'aurais voulu vous montrer, mais je n'ai pas le temps, les courbes d'évolution, intéressez-vous vraiment à ce qu'on appelle Target 2. C'est l'explosion nucléaire qui arrive. Maintenant, vous avez au bilan de la Bund, parce que la contrepartie de votre transfert de 1 000 euros dans une banque commerciale allemande, c'est que la Bundesbank voit arriver à l'actif de son bilan 1 000 euros de créance sur la Banque de France. Alors si c'est la Banque de France, ça peut aller. Mais si c'est 100 milliards, 200 milliards d'euros sur la Banque d'Italie ou sur la Banque de Grèce, ça va pas du tout. Je dirais simplement qu'il faut voir loin. Il faut raisonner par soi-même et il ne faut pas avoir peur. Voilà ce que je dirais. Je dirais qu'il y a une vie après la construction européenne. Moi, j'ai créé un mouvement politique il y a 10 ans. Je suis inspecteur général des finances dans mon milieu professionnel où l'on m'avait toujours reconnu une grande capacité de prévision, de prospective. J'ai été nommé délégué à l'intelligence économique. Du jour où j'ai dit l'euro finira par exploser comme toutes les monnaies plurinationales, et quand j'ai dit que l'Union européenne, il y avait un problème d'affectio societatis et que de toute façon ça ne marche pas, à partir de ce moment-là, j'ai été pestiféré. Mais c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt.
Le grand cabinet d'intelligence économique Stratfor, grand cabinet américain, a publié en janvier de cette année une note très, très détaillée pour dire l'Union européenne va exploser. Moi, je suis américain. Je suis là pour vous dire que on a le droit d'avoir une autre réflexion que celle qui est posée. C'est même le devoir d'un chef d'entreprise que d'essayer d'envisager l'avenir et de l'envisager de façon sereine. La pire des choses serait de refuser de voir ce qui se passe et d'être enseveli sous l'échafaudage qui est en train de s'effondrer. Merci de nous avoir ouvert les yeux. François Asselineau était avec nous ce matin. Je vous demande de l'applaudir et de remercier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et avec nos 5 entrepreneurs.